Bonjour et bienvenue dans ce premier cours sur les systèmes mécaniques et fluidiques. Alors tout au long de la session, on va faire finalement une introduction à la pneumatique et à l'hydraulique. Donc pneumatique, tout ce qui a rapport à l'air, donc la compression de l'air, et fluidique, les fluides, donc de la compression de liquide. Donc on va voir en fait des machines et des outils et des systèmes qui vont utiliser ces énergies justement pneumatiques et hydrauliques pour pouvoir faire un travail mécanique, pour pouvoir effectuer plusieurs tâches. Vous pouvez retrouver les ressources du cours, évidemment, toutes sur Moodle. Donc, vous allez retrouver le plan de cours avec le détail des examens, de la matière, la cédule de la session. Vous allez aussi retrouver sur Moodle les cours, les exercices et les laboratoires que l'on va faire. Et puis pour me contacter directement, eh bien vous avez mon adresse courriel elodie.colin@clg.qc.ca. Et sinon, si vous voulez poser des questions d'ordre général qui ont un rapport au cours et que vous savez que ces informations-là pourraient intéresser tout le monde, eh bien vous pouvez poster vos questions sur le forum de Moodle. Bon, bah, c'est parti. On va voir la première notion de physique, les gaz. Alors, on va voir les propriétés des gaz. Comment ces gaz-là, on va pouvoir les utiliser et on va pouvoir utiliser ces propriétés, comme je vous ai dit, pour pouvoir faire bouger des machines, des outils, des systèmes avec de l'air comprimé. Et là, l'air comprimé, eh bien, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que c'est possible de le faire? Eh bien, on va regarder effectivement la propriété des gaz. Première propriété, c'est la compressibilité. Donc, la même quantité de gaz peut occuper un volume différent. Donc là, quand vous imaginez, là, on prend par exemple une seringue, on a à l'intérieur, comme sur l'image, on a des petits points qui représentent finalement nos atomes de gaz. Eh bien, ces petits atomes de gaz, ils vont pouvoir s'expandre, ils vont pouvoir prendre de la place dans notre piston. Vous voyez le petit volume V ici. Eh bien, après ça, sur l'image de droite, eh bien, vous pouvez venir comprimer le gaz contenu dans la pompe en abaissant le piston. Eh bien, ça, c'est parce que les molécules de notre gaz peuvent venir se coller les unes aux autres. Donc ça, c'est qu'il est compressible. Ensuite, deuxième propriété, c'est l'expansibilité. Un gaz cherche à occuper tout l'espace qui lui est disponible. Donc c'est pour ça que dans l'image de gauche, dans le piston à gauche, eh bien les petites molécules, ils sont un petit peu partout dans la cavité de notre piston. Donc il va prendre tout l'espace qui lui est disponible. Le gaz occupe tout l'espace qui lui est alloué, que le piston soit abaissé ou soulevé. Donc vous voyez, à gauche, il va prendre tout le volume de notre piston et grâce à sa propriété de compressibilité, eh bien, il va venir prendre tout l'espace qui lui est disponible comme sur l'image de droite. Là. Donc vous voyez, il y a un volume beaucoup plus petit, mais on est capable d'avoir quand même une, euh, des, euh, des petits, les atomes, je veux dire, sont répartis de façon égale dans le volume. Donc, par exemple, si on avait mis notre piston à tout en haut, donc si on avait sorti complètement notre piston, eh bien, on aurait un volume vraiment plus gros. Eh bien, nos atomes, nos molécules de gaz seraient réparties dans tout le volume du piston. Donc, c'est ça qu'on veut dire par expansibilité. Ça va prendre tout l'espace disponible. Prochaine propriété, ça va être l'élasticité. Un gaz va toujours retrouver le même volume s'il est soumis aux mêmes conditions. Donc par exemple, si le poids du piston est le même, bien on va avoir toujours le même volume.
Par contre, si on appuie sur le piston, donc si la force qui est, donc par exemple sur la partie de droite ici, eh bien la force est appliquée, eh bien l'élasticité, la compressibilité du gaz fait en sorte que on va pouvoir le compresser. Par contre, si on relâche notre piston, eh bien, il va revenir dans sa position initiale. Et donc, ça, c'est l'élasticité, parce qu'il est capable, comme un bout de caoutchouc, il va revenir finalement à sa position initiale, même si le bout de caoutchouc, eh bien, on l'a compressé, on l'a étiré, eh bien, il y a toujours un volume finalement initial. Ensuite, dernière propriété, ça va être la pesanteur. La pesanteur, ben, c'est que le gaz, il a un poids. Par exemple, l'air à 0 degré Celsius et à une pression atmosphérique normale va peser 1,293 grammes par litre. Donc, par exemple, s'il y a 1000 litres d'air dans un mètre cube d'air, eh bien, un mètre cube d'air va peser 1,293 kg. Pour visualiser un petit peu mieux la dernière propriété de la pesanteur, on peut prendre l'exemple de la pression atmosphérique. Ah oui, parce que finalement, ça mesure la pression de l'air autour de nous. Donc, si par exemple, si on prend l'exemple du schéma qu'on a sous les yeux, en bas ici, on retrouve le niveau de la mer. On voit par exemple après ça le Puy de Dôme, le Mont Blanc. Donc ça, ce sont des montagnes en France. Donc après ça, on a des longs courriers, on a des ballons sondes. Donc à chacun de ces points-là, eh bien, on va avoir une altitude qui va être de plus en plus élevée. Et si on regarde après ça, au niveau de la pression, eh bien, la pression va venir diminuer plus on monte dans l'atmosphère. Donc on passe de la troposphère à la stratosphère, par exemple. Eh bien, ça va être finalement, quand on est au niveau de la mer, eh bien, cette pression-là, eh bien, c'est la pression de tout le gaz qui se trouve au-dessus de nos têtes. Donc c'est sûr que si on prend de l'altitude, il y a de moins en moins de gaz, donc moins en moins de pesanteur de ces gaz sur notre tête. Donc ça, ces gaz-là vont être mesurés par un baromètre. Donc ce baromètre-là, plus l'altitude va monter, plus la pression va diminuer, puisqu'il va y avoir moins en moins de gaz et de molécules de gaz dans l'air qui vont faire en sorte d'avoir un poids et d'affecter la pression. Bon alors nous, quand on va être dans le cours, quand on va parler de pression atmosphérique, on va parler d'une pression en particulier. Okay? Donc cette pression-là, on va la définir comme elle est égale en tous sens. Donc la force, elle implique une force dans toutes les directions. Donc cette pression-là, à un certain point, elle va appliquer une force dans toutes les directions. L'unité du système international pour cette pression-là, ça va être le pascal. Et spécifiquement, la pression atmosphérique, elle est définie comme étant la pression exercée au niveau de la mer. Donc là, après ça, vous prenez le niveau de la mer, vous prenez une colonne d'air d'1 mètre carré. Donc au sol, finalement, au niveau de la mer, vous avez une colonne qui va partir avec 1 mètre carré et que cette colonne-là, la hauteur est égale à celle de la couche atmosphérique. Donc, vous prenez ça ici, hop, 1 mètre carré de base pour la colonne, puis après ça, vous montez en hauteur jusqu'à la couche atmosphérique. Donc ça, c'est la mesure de la pression atmosphérique qu'on va avoir dans le cours. Donc à partir du niveau de la mer. Dans ce niveau de la mer-là, la pression atmosphérique, comme vous savez, bien, elle varie en fonction de la météo, de la température. Elle va
se modifier en fonction de, bien évidemment, on l'a vu, l'altitude. Elle va aussi se modifier dépendant des heures de la journée. Elle va se modifier aussi en fonction de la latitude. Donc il y a plein de facteurs. Donc c'est pour ça qu'elle va varier entre 98 et 104 kilopascales. Pour nous, on va considérer que le niveau moyen de cette pression atmosphérique-là est de 101 kilopascales ou 14,7 PSI. Les PSI, c'est des livres par pouce carré. Donc c'est la version américaine. Autre unité utilisée aussi, on peut avoir le bar. Donc le bar, un bar, c'est égal à 100 kilopascales. Donc on peut approximer que P atmosphérique, donc c'est comme ça qu'on va le définir là dans nos calculs. P ATM, donc ça correspond à la pression atmosphérique. C'est environ égal à 1 bar, environ égal à 100 kilopascales, environ égal à 15 PSI. Par la suite de cette pression atmosphérique, on va rajouter les notions de pression absolue et pression effective. Alors, qu'est-ce qu'une pression absolue? La pression absolue, c'est la pression réelle qui existe entre les molécules d'un gaz. Donc là, si on prend le schéma sur notre droite, on a en échelle 0 le vide parfait. Donc, on part de ce point-là qui est le vide parfait. Donc, on n'a aucune molécule autour de nous, on n'a aucune molécule d'air, il n'y a aucun poids de ces molécules. Donc, on est dans le vide parfait. Il n'y a rien dans l'air, donc il n'y a pas de pression. Donc ça, c'est le vide parfait. Après ça, on prend ici la petite flèche. Ça va nous indiquer la pression atmosphérique. Bon, ben, cette pression atmosphérique-là, elle est variable. Okay? Mais là, on parle de pression absolue. Donc là, la pression absolue, elle, va être la pression réelle qui existe entre les molécules d'un gaz. Ensuite, on va avoir la pression effective ou relative, dépendamment. La pression effective, elle va être la différence de pression qu'exerce un gaz par rapport à la pression atmosphérique. Donc ça veut dire que la pression effective, elle va partir de la pression atmosphérique et ensuite on va venir mesurer la pression à partir de la pression atmosphérique. Alors que la pression absolue, elle part son point de mesure à partir du vide parfait. Ça va être la différence entre la pression absolue et la pression effective. Donc, absolue part du vide parfait et effective part de la pression atmosphérique. Donc ça veut dire que la pression absolue, eh bien, c'est la pression atmosphérique plus la pression effective. Parce que vous voyez ici, notre pression atmosphérique se retrouve là et la pression effective se retrouve ici. Donc, notre pression absolue est égale à la pression atmosphérique plus la pression effective. On va voir deux exemples pour mettre en relation là, ces pressions absolues et pression effective pour que vous compreniez bien la différence. Pression absolue, on va avoir des appareils de mesure très spécifiques. Ça va être des appareils de mesure industriels, donc des manomètres industriels qui vont faire la mesure de cette pression absolue. Puisque la pression absolue, ça part du vide parfait. Donc, ces appareils-là doivent pouvoir effectuer un vide, donc sortir toutes les molécules pour pouvoir en fait faire une mesure de la vraie pression entre les molécules d'un gaz. Alors que la pression effective, elle, bien c'est un peu la pression qu'on retrouve dans la vie courante. Donc par exemple les pressions d'un pneu, l'eau de la ville, le gaz, la pression artérielle, toutes ces données-là, eh bien c'est par rapport
à la pression atmosphérique. Puisque quand vous ne mesurez pas avec ces appareils, eh bien ils vont indiquer 0. Hein, quand vous ne mettez pas votre compresseur là pour gonfler votre nœud, eh bien quand vous ne gonflez pas, votre manomètre, lui, va indiquer 0. Pourtant, il y a quand même la pression atmosphérique. Donc là, ça veut dire que la pression qui est indiquée sur les appareils de mesure de la vie courante, c'est la pression effective. Donc c'est la pression après la pression atmosphérique. Et la dernière notion concernant les pressions, ça va être la pression vacuum. Donc ça, c'est lorsque la pression absolue d'un gaz est sous la pression atmosphérique. Donc là, ça va arriver lorsqu'on fait l'action inverse de comprimer un gaz. Donc au lieu de le comprimer, là on va venir ouvrir notre piston si on veut, si on reprend l'effet du piston et de par exemple son état initial, et bien quand on va venir tirer le piston, là on va venir faire une pression vacuum. Quand on va vouloir relâcher le piston va venir se rentrer et revenir à son état initial. Donc là, c'est l'action inverse, effectivement, de comprimer un gaz. Là, on vient l'étirer. Ensuite, entre d'autres mots, oui, c'est ça, c'est une pression effective qui va être négative. Le vide absolu, lui, qui est impossible à atteindre, malheureusement, est de 0 kPa ou 0 PSI en pression absolue. Donc là, c'est quand on parle du vide parfait, là, du vide absolu. Donc là, si on résume un petit peu les pressions absolues, pression effective, pression vacuum. Donc on part de notre vide parfait, donc presque parfait, et on mesure ensuite notre pression atmosphérique. Donc dans la vie de tous les jours, donc quand on gonfle nos pneus par exemple, on va venir mesurer une pression effective. Après ça, en industrie, nous on veut une mesure très précise. Donc on va partir de notre vide parfait. On ne veut pas se fier à la pression atmosphérique puisque celle-ci, eh bien, elle est variable. Donc on veut avoir une mesure beaucoup plus fiable. Donc on va partir du vide parfait et on va avoir des manomètres industriels pour pouvoir faire la mesure de notre pression absolue. Et le petit dernier ici, notre pression vacuum. Donc quand on va venir expandre un gaz et venir faire perdre son poids au mètre cube. Donc pression atmosphérique, pression absolue, pression effective et pression vacuum. La loi de Boyle-Mariotte. On va avoir une relation en fait entre la pression et le volume d'un gaz. Comme vous voyez, hein, on a vu les propriétés, il est compressible, il est élastique, etc. Donc, on voit que la pression et le volume sont reliés par une formule et elle stipule, cette formule-là, que à température constante, le volume occupé par une certaine quantité de gaz est inversement proportionnel à sa pression. Donc ça, ce que ça veut dire ici, c'est qu'on va avoir une pression 1, qui représente la pression initiale, fois le volume 1, qui va représenter le volume initial. Donc, par exemple, ici, on va prendre cette image du centre. Donc ça va être notre pression initiale et le volume initial V1 qui se trouve ici. Donc à 2 litres, on a 2 bars. Okay. Eh bien, on nous dit que quand on va avoir une pression, par exemple, les deux ici, bar, 1 bar, eh bien, notre volume, lui, eh bien, va se modifier proportionnellement. On veut toujours la même proportionnalité. Donc, si la pression diminue,
le volume va augmenter. Vous voyez que là, 1 bar, on a 4 litres de volume. Donc si on fait 1 fois 4, ça nous donne 4. Et P1 fois V1, donc 2 bars fois notre volume de 2 litres, eh bien ça fait bien 4 aussi. Et inversement, si on vient avoir beaucoup plus de pression, donc si on a 4 bars, eh bien le volume, lui, va diminuer et va atteindre 1 litre. Donc 4 fois 1, ça fait bien 4. Donc là, en ce moment, tout est bien proportionnel à 4. Prochaine loi, avec les propriétés des gaz, la loi de Charles. Alors, il existe une relation entre le volume et la température d'un gaz. Cette formule-là va stipuler que, à pression constante, le volume occupé par une certaine quantité de gaz est directement proportionnel à sa température absolue. Donc en gros, ce que ça veut dire ici, si on regarde le petit schéma, bon ben la formule, ça va être V1 sur T1, donc V1 qui est le volume initial, T1 la température initiale, égale à V2 divisé par T2, T2 étant la température finale et V2 le volume final que l'on recherche. Donc par exemple, si on était en V1 et T1 dans cette configuration ici, vous voyez que le poids est le même, la pression je veux dire est la même, le gaz est la même aussi, la quantité de gaz est la même, hein. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules et là 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules. Là, ce qui va changer, c'est si on va chauffer ou non finalement notre petit bol là, et venir faire expandre les molécules. Donc vous voyez que quand on va avoir une température négative, là, moins 100 en Celsius, on va avoir le volume de notre gaz qui prend beaucoup moins de place. Contrairement à une température de 75 degrés par exemple, eh bien vous voyez que le volume s'est décuplé. Donc c'est bien proportionnel. Ici on a la loi de Charles qui va pouvoir nous l'appuyer. La loi de Gay-Lussac à présent. La loi de Gay-Lussac, c'est la relation entre la pression et la température d'un gaz. Elle va stipuler que à volume constant, la pression d'une certaine quantité de gaz est directement proportionnelle à sa température. Donc là, on va avoir la formule P1 divisé par T1, donc la pression initiale divisée par la température initiale, est égale à P2 divisé par T2. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on va prendre l'exemple de notre petite bol ici. Vous voyez, on a nos molécules de gaz à l'intérieur sous un certain volume. On a un certain volume, on a une certaine quantité de gaz et on va avoir une pression avec ce volume ici. Donc à cette pression-là, on va avoir une certaine température. Et par exemple, si on augmente la température, donc on va venir faire augmenter la température, vous voyez ici que le volume reste le même, bien évidemment, mais la pression a augmenté. Pour pouvoir garder le même volume, eh bien, votre pression doit augmenter elle aussi. Okay, pour faire en sorte que le piston finalement ne remonte pas, eh bien, il va falloir ajouter de la pression et de la force sur notre piston. Donc c'est pour ça qu'ici qu'on va venir rajouter des petits poids pour rajouter la pression. Alors ça c'est une réaction des gaz, vous voyez, dans la température plus basse, les molécules se baladent, on va dire normalement. Mais par contre, plus la température augmente, plus les molécules vont avoir tendance à être excitées et à se balader de plus en plus vite et donc vont venir faire échauffer le volume où ils le sont.
Et donc la pression à l'intérieur du volume va venir augmenter. Donc les petites molécules qui étaient très inactives, si on veut, à une certaine température T, si on augmente la température, eh bien ces molécules-là vont se mettre à bouger un peu dans tous les sens et à venir vouloir faire une pression et à finalement vouloir faire sortir notre piston. Et pour pouvoir garder le piston en place, eh bien, il faut rajouter une pression supplémentaire ici dessus pour bien le tenir. Donc, on a une relation entre la pression et la température d'un gaz. Bon, bah avec ces trois lois différentes, on va avoir une équation générale résultante qui va être la relation entre la pression, la température et le volume de notre gaz. Donc on va avoir notre pression, notre volume divisé par notre température est égal à la pression fois le volume divisé par notre température finale. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser dans différents exemples et dans différents paramètres. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans plusieurs des schémas précédents, on avait des températures qui étaient exprimées en Kelvin. Donc le Kelvin, ça vient du nom d'un physicien britannique qui l'a découvert là. C'est l'unité de la température thermodynamique du système international. On va voir un symbole K qui va le représenter. Donc là, il faut comprendre que contrairement au degré Celsius, le Kelvin correspond à une mesure absolue de la température. Une mesure définie par le troisième principe de la thermodynamique qui énonce que l'entropie, donc la transformation d'un système à 0 Kelvin, elle est nulle. Donc, je vous invite à aller rechercher sur les kelvins si vous voulez un petit peu plus d'informations. Mais pour passer des Celsius au Kelvin, eh bien, on va rajouter à notre température Celsius 273,15 pour pouvoir avoir notre température absolue. Premier exercice, loi de Boyle-Mariotte. Un volume de 20 litres de dioxyde de carbone a une pression de 120,4 kPa. Quel sera son volume si la pression augmente à 152,2 kPa? Alors d'abord, on énumère toutes les informations qu'on a dans notre énoncé, puis on cherche le volume final après que la pression soit augmentée à 152,2. Donc on prend la formule de Boyle-Mariotte, P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. On établit nos paramètres et ça va pouvoir nous donner V2 est égal à 15,8 litres. Donc ça c'est 120,4 kPa fois 20 litres divisé par 152,2 kPa, c'est égal à V2 est égal à 15,8 litres. Donc là vous voyez que la pression a augmenté, donc forcément le volume a diminué. La densité de notre gaz a augmenté, la pression a augmenté, donc forcément, avec la proportionnalité, on sait que notre volume a forcément diminué. Exercice sur la loi de Charles. Quel sera le volume final du dioxygène gazeux à une température de 150 K, donc 150 Kelvin, si on a une température initiale de 27 degrés? Quel est le volume initial? Et le volume initial était de 8 litres. On avait un volume initial de 8 litres, on avait une température initiale à 27 degrés qu'on va transformer en Kelvin. Donc ça nous donne 300 Kelvin avec le 273 de conversion. Et on nous demande c'est quoi le volume finalement. Et on a la température présentement qui est de 150 Kelvin. Donc on va pouvoir utiliser notre formule de loi de Charles et l'intégrer. Donc V1 divisé par T1, V2 divisé par T2 est égal à... Donc V2 est égal à V1 sur T2 divisé par T1. Donc notre 8 litres fois 150 Kelvin divisé par notre 300 Kelvin. Le V2 est de
4 litres présentement. Dans un récipient de 30 litres, on trouve une pression de 346 kPa à une température de 23,7 degrés. Si la température grimpe à 107,5 degrés, quelle sera alors la pression en kilopascal dans le récipient? Bon, ben on va trouver un petit peu toutes les informations dans notre énoncé qui sont intéressantes. On a la pression initiale à 346 kPa. On a notre température qui est de 23,7. Moi, je l'ai mis en Kelvin. Et on a notre température finale, donc que j'ai aussi converti en Kelvin. Et on nous demande la pression en kilopascal. Donc j'ai ensuite utilisé la formule de Gay-Lussac, P1 divisé par T1 est égal à P2 divisé par T2. Ici, ça va nous donner un P2 de 443,7 kPa. Donc là, la température a augmenté, donc forcément, notre pression a bien augmenté. Le principe de Pascal. Toute pression exercée sur un fluide enfermé dans un vase clos est transmise intégralement à tous les points du fluide et des parois avec un angle de 90 degrés. Ce principe va être utilisé dans les vérins hydrauliques. Ces mécanismes ils vont permettre de soulever des grandes charges, donc comme par exemple des voitures, en exerçant une petite force sur un petit piston. Donc on le voit ici sur la partie de gauche, et une force plus grande sur le piston sera générée. Donc si vous voulez, vous pouvez imaginer aussi un ballon de soccer. Votre fluide a une pression qui est exercée tout autour du ballon de façon égale. C'est le même principe pour ce vérin hydraulique. Vous allez appliquer une force sur le vérin qui lui va venir déplacer finalement le fluide à l'intérieur du petit piston ici. Et cette force qui est développée va pouvoir venir se décomposer sur tout le gros piston et va pouvoir faire venir soulever une charge plus lourde. Alors, comment est-ce que ça se passe exactement? La force exercée par un fluide est égale au produit de la pression du système par la surface sur laquelle elle est appliquée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? On va avoir P fois S est égal à F. Donc F, ça va être notre force, donc en newton forcément. P, c'est notre pression en pascal. Et S, c'est la surface en mètres carrés. Sur la petite image ici, on peut retrouver notre force originale qui est F1 est égal à P1 fois A1. A1, c'est la même chose que notre S ici. Donc, A1, ça va être la surface de notre piston qui exerce une force sur notre liquide ici. Donc, c'est la surface en mètres carrés que vous retrouvez en dessous du piston. Ensuite, vous avez la pression en pascal qui se trouve dans votre fluide. Là, on a le principe de Pascal qui dit que P1 est égal à P2. Donc là, P1 est égal à P2, ça veut dire que à l'endroit où on va appliquer la force ici, on va garder notre P1. Par contre, la force et la surface ne sont pas la même. Là, ici, la surface de ce piston-là, on nous dit qu'elle est 10 fois plus grande que notre A1. Ok. Donc là, ensuite de ça, si on le met à l'intérieur de notre formule, qui est F2 est égal à P2 fois A2,
eh bien notre P est le même, mais par contre, A est 10 fois plus grand. Donc, on va pouvoir avoir 10 fois notre force 1 qui est développée sur notre piston. Et donc, on va pouvoir réussir à créer une force 10 fois plus importante grâce à la surface ici très grande de notre piston. Maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les propriétés des gaz et comment on peut les manipuler, eh bien, on va voir un petit peu comment en usine, en entreprise, on va pouvoir les utiliser. Donc, premier point, ça va être le débit de l'air, où le diamètre du conduit et la pression influencent directement le débit d'air dans un conduit. C'est pour ça que vous avez sur votre image ici tous des appareils qui vont pouvoir nous aider à contrôler ce débit d'air-là, donc qui se passe dans les tuyaux, partout dans votre usine. Et on va voir au cours de la session à quoi ils vont servir. Les fabricants fournissent habituellement des abacs pour pouvoir déterminer le débit de l'air, le diamètre des conduits ou la pression à utiliser. Donc, ils vont fournir des fiches techniques. Donc, grâce à ces fiches techniques-là, vous allez pouvoir construire votre réseau d'air comprimé. Pourquoi on va utiliser de l'air en industrie? Pourquoi pas du fluide par exemple? Là, on va avoir plusieurs avantages. On va avoir une grande quantité d'énergie peut être emmagasinée sous forme d'air comprimé dans un réservoir directement. L'air est une énergie sécuritaire et non toxique. Puisque, par exemple, là, si on mettait, je sais pas moi, un certain fluide, si ce fluide venait à fuir, eh bien, il pourrait être toxique pour l'être humain, par exemple. Aussi, l'air, on parle comme si c'était une énergie. Eh bien oui, c'est une énergie puisqu'elle va pouvoir être utilisée pour pouvoir faire des déplacements mécaniques. Elle va pouvoir être utilisée comme énergie pour pouvoir faire des tâches. Et dernier point, l'air utilisé peut être rejeté directement à l'air libre après usage. Eh bien oui, par exemple, quand une tâche est réalisée, eh bien peut-être que le poste de travail a besoin d'éjecter de l'air pour pouvoir continuer son cycle. Eh bien, contrairement à de l'huile où il va falloir gérer justement ce trop-plein, comment on déverse, le circuit va où, si on a de la maintenance à faire aussi, eh bien c'est beaucoup plus facile d'ouvrir des conduites qui sont remplies d'air au lieu d'avoir des conduites remplies de liquide. Donc pour ces éléments-là, ça va être beaucoup plus facile d'utiliser de l'air en industrie. Et les côtés négatifs finalement de cette utilisation-là, ça va être le mauvais entretien des compresseurs et un circuit mal installé génère de grosses dépenses. Donc évidemment, comme dans tout système, si on ne fait pas bien la maintenance et l'entretien du matériel, ça peut nous coûter très cher vu que, je ne sais pas moi, un conduit vient à avoir un trop gros débit par exemple, eh bien va affecter la machine sur le poste de travail. Par exemple, la machine sur le poste de travail n'est capable que de supporter une certaine pression. Et là, la pression qui est envoyée dans le circuit est beaucoup trop forte et pourrait venir à faire des bris de matériel. Donc faire attention ici à l'entretien toujours. Et les composants d'un compresseur doivent être vérifiés très régulièrement. Donc ça va être plus les inconvénients de l'utilisation de l'air, mais un inconvénient quand même qui est raisonnable. Alors même si c'est de l'air, il va falloir toujours faire attention, hein. On s'entend que un plancher d'usine, c'est pas un endroit où on fait un peu n'importe quoi, hein. Toujours garder en tête safety first.
Même si ça a l'air le fun de prendre un jet d'air comprimé puis de le balancer à la face de son collègue pour qu'il ait les cheveux dans tous les sens, ça peut être drôle, mais dans ces tuyaux-là, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a exactement. Il peut y avoir des résidus d'huile ou de matériaux qui sont en suspension dans ce circuit-là. Même si ce circuit est filtré, la euh, le- la tolérance zéro de ces filtres-là n'est pas garantie à 100%. Donc, toujours faire très attention. Les jets d'air à l'intérieur de son circuit, à ce circuit, voyagent à très grande vitesse. Donc, les molécules et les particules à l'intérieur voyagent à très grande vitesse. Et ces particules-là, à très grande vitesse, on s'entend que ça peut faire des dégâts, même si c'est tout petit. Si ça arrive dans un œil, par exemple, ou si ça arrive sur le coin de la joue, ça peut déchirer et vous rendre aveugle. Donc bien faire attention à ne jamais s'amuser finalement avec un jet d'air comprimé là. Aussi, ne jamais bloquer et ou modifier une soupape de sécurité à un équipement. Donc, comme son nom l'indique, c'est une soupape de sécurité. Donc, ne pas toucher à, euh, à ces éléments-là. Toujours garder en tête la sécurité de vous et des autres autour de vous. Si vous avez des questions concernant ce cours, vous pouvez toujours poser vos questions sur le forum de Moodle. Vous avez des exercices qui sont disponibles sur le Moodle. Donc, à faire pour la prochaine séance, on va faire la correction de ces exercices en classe.